Bienvenue dans notre série En toute intimité, la féminité, on en parle. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle capsule. Nous allons parler de conception et de contraception. Je suis Rachel Dufour, pasteur thérapeute, sexologue et j'ai la joie, encore une fois, d'être avec Azadeh Gügen, médecin généraliste. Merci d'être encore là avec moi aujourd'hui. Merci Rachel, à toi. Alors, conception, contraception, on va parler de la vie. C'est super enthousiasmant. Encore une fois, un cadeau que Dieu nous a fait. C'est extraordinaire quand on se pose pour regarder ce que Dieu a prévu pour que la vie arrive. Il y a cette histoire de cycle chez la femme, et puis une histoire d'amour qui démarre, et puis un homme et une femme qui deviennent un au niveau de leur sexualité. Et hop, on est parti dans le voyage de la vie. Tu veux nous en parler un tout petit peu ? Oui, c'est vrai que, comme tu disais, avant de parler contraception, il faut peut-être un peu expliquer la conception, parce que la contraception, il y a différentes techniques, différents moyens, mais chaque technique, méthode, va intervenir à un niveau plus ou moins différent, en fait, au niveau de la conception, pour que la conception n'ait pas lieu. Alors, je peux déjà donner les techniques, et puis tu parleras peut-être de le cycle, finalement, de la vie. Très bien. Alors, il y a différentes méthodes, mais bien sûr, à chaque cas, il faut consulter son médecin pour voir ce qui vous convient le mieux, parce qu'effectivement, c'est aussi une question de santé et c'est une question de prévention. Il y a les méthodes naturelles qui sont par exemple la technique de retrait, c'est-à-dire que l'homme, pendant l'acte sexuel, va se retirer du vagin de la femme pour éjaculer à l'extérieur, non pas à l'intérieur. Bon, alors ça, c'est une méthode hyper frustrante. Moi, je ne vous recommande pas en tant que sexologue, je ne vous le recommande pas. Et qui n'est pas très fiable. Non, parce qu'en c'est pas très effet, fiable. en fait, avant même ce retrait, il peut y avoir dans le liquide séminage, en fait, un départ de spermatozoïdes. Donc malheureusement, les méthodes naturelles, en général, ne sont pas fiables, très fiables, sauf bien sûr l'abstinence qu'on appelle périodique. Mais encore faut-il être sûr de son cycle d'ovulation, puisqu'il y a la prise de température qui permet de voir à peu près, quand on a plus de 0,3 4 degrés à peu près au niveau de sa courbe de température, c'est qu'on approche de l'ovulation. Donc on peut pendant... Alors méfiez-vous parce que le spermatozoïde peut vivre dans les voies... le coquin. dans le voie naturelle de la femme, donc dans l'utérus, etc. 2 à 5 jours. Oui. Donc voilà, il faut bien élargir autour de cette période d'ovulation l'abstinence. Il y a aussi d'autres techniques, comme par exemple... Je voudrais rebondir sur l'abstinence, comme tu dis. Celle-ci aussi, donc là, je vais vous donner mon côté thérapeute. Celle-ci est intéressante quand la femme connaît bien son corps. Quand le couple est bien en symbiose et qu'on n'utilise pas cette méthode-là pour en fait ne pas être sexuellement connecté. Le problème, c'est que l'abstinence, comme tu dis, il faut qu'elle soit... Il y a un nombre de jours avant, après. Des fois, on se retrouve avec des couples qui ne vont pas faire l'amour pendant des semaines, en fait. De peur de tomber enceinte. Et ce n'est pas du tout une bonne approche pour rester connecté émotionnellement, spirituellement et physiquement. Donc vraiment, il faut intégrer cette donnée-là. Tu l'as bien expliqué. Il y a toute une zone d'abstinence qui est indispensable, qui n'est pas forcément une bonne idée pour la construction du couple. Donc, à moins de trouver d'autres façons de rester connecté sexuellement, attention à ça. Donc, d'autres méthodes ensuite. Tout à étudier, comme on disait, au cas par cas. Merci, au cas par Rachel, cas, tu as raison. pour ces précisions. Après, il y a d'autres techniques qu'on appelle aussi naturelles, c'est d'examiner sa glaire cervicale, mais encore faut-il aussi s'y connaître bien, pour voir l'épaisseur, etc. Parce que pendant autour de l'ovulation, la glaire cervicale va être un peu plus abondante et fluide, ce qu'on appelle les pertes blanchâtres. Et voilà. Donc on ne va pas rentrer dans tous les détails parce que ça va être très long, je ne vais pas vous faire un cours de médecine. À savoir qu'après, du coup, les méthodes qu'on connaît le mieux sont les méthodes mécaniques. Donc ça peut être le stérilet, ça peut être le préservatif. N'oubliez pas qu'il existe aussi le préservatif féminin, très peu employé en France, j'avoue. Oui, c'est vrai, très peu connu. Tu peux nous le décrire un petit peu, la forme ? Alors du coup, il y a différentes profondeurs. La longueur va dépendre, mais ça se pose à l'intérieur, tout simplement aussi, 2 heures avant. Donc c'est pratique, c'est aussi pratique. Souvent avec un petit cercle, la forme d'un cône, et on l'insère comme un tampon en fait. Oui, tout à fait, exactement. Avec, comme je disais, différentes tailles qui peuvent convenir à chaque femme. Le stérilet le plus connu, ce qu'on appelle le DIU, le dispositif intra-utérin, il y a 2 formes. Il y a le stérilet au cuivre et le stérilet aux hormones. À savoir que quand c'est au cuivre, ça va en fait modifier les deux. Sont considérés comme des corps étrangers, donc forcément vont modifier la paroi utérine. À l'intérieur de l'utérus, vont modifier donc la paroi de l'utérus, l'endomètre, et donc défavoriser la nidation, c'est-à-dire que quand il y a déjà en fait
l'œuf qui commence à se multiplier et viendra chercher à s'implanter dans l'utérus, bien l'utérus ne va pas l'accueillir. Lorsqu'il s'agit du stérile en cuivre, particulièrement, il va aussi diminuer finalement la mobilité du spermatozoïde en fait. Ça va empêcher que ça monte et que ça aille rencontrer finalement l'ovule plus loin. Après cela, on a les hormones, les méthodes hormonales qu'on connaît aussi bien, à savoir progestérone ou ostroprogestatif. Alors, beaucoup de gens connaissent la pilule, mais il n'y a pas que la pilule. Il y a aussi les patchs, il y a aussi les implants qu'on garde pendant 3 ans, ça fait effet sous la peau. Il y a aussi des injections en fait intramusculaires. Alors, comment ça agit? Il y a au niveau des hormones aussi des hormones qui vont être à base de progestérone et qui vont en fait, la progestérone va empêcher en fait l'ovulation. Donc du côté de la femme, il va y avoir l'ovule qui va sortir, le spermatozoïde qui arrive, ils vont se rencontrer. Donc les progestatifs en général vont donc en fait taper là. Quand c'est à base d'œstrogène en plus, ils vont aussi modifier donc toujours la paroi de l'utérus pour pas que viennent s'implanter là. S'il y a eu déjà fécondation, donc une division déjà cellulaire, en fait, donc une nidation qui pourra avoir lieu dans l'utérus n'aura pas lieu. Et ça va aussi agir au niveau de la glaire cervicale, qui va donc les sécrétions de la femme qui vont être plus épaisses et qui vont empêcher l'entrée plutôt des spermatozoïdes. Donc c'est important de comprendre ces mécanismes pour pouvoir en discuter avec son médecin, son gynécologue en fait, parce qu'on va avoir des décisions à prendre. Tout à fait. Le désir d'enfant, le projet d'enfant, c'est intéressant d'y réfléchir. Dans le milieu chrétien, on a cette notion, pas très juste, de progression. Alors, je rencontre Christ, je me marie, j'ai des enfants et j'atteins le sommet. Quand notre projet d'enfant il est basé là-dessus, c'est compliqué de vivre le choix et des fois les difficultés à avoir des enfants. Ça, fait partie des tabous dans le milieu chrétien. Je voudrais élargir cela en fait à le projet d'enfant. Des fois, on y réfléchit comme ça, c'est vraiment pour coller avec la société, pour faire comme tout le monde, parce que on fait des études, on se rencontre, on se met en couple, on se marie, on a des enfants, on attend nos enfants à la sortie de l'école, etc. Moi, je voudrais vous inviter à réfléchir plus loin que cela. Derrière ce projet d'enfant, qu'est-ce qui motive? Quelle est notre ambition? On se retrouve avec des femmes célibataires qui sentent l'horloge interne tourner et qui, comme Jean-Jacques Goldman l'a chanté, ont envie de faire un bébé toute seule parce qu'elles sentent cette pression d'avoir un enfant. Encore une fois, chacun doit pouvoir faire son choix, autant dans l'idée de construire une famille, d'avoir un projet d'enfant ou de choisir de ne pas avoir d'enfant. Donc autant pour la conception que pour la contraception, moi je voudrais vous inviter à comprendre le mécanisme, comprendre ce qui se passe et ensuite faire votre choix. Le projet d'enfant, des fois quand on a cette horloge interne qui brûle, on se dit j'ai besoin, j'ai envie d'avoir un enfant, on ne se rend pas compte qu'on en prend pour 20 ans ou plus. Moi j'ai 5 enfants qui ont maintenant plus de 20 ans et quand ils étaient tout petits je me disais oh là là mais ça va jamais passer, ça va jamais avancer. Si, ça finit par avancer, mais en fait c'est pas juste le stade du bébé, ensuite il faut les accompagner dans leur croissance, etc. Donc c'est vraiment un projet de vie sur du long terme. Donc prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'analyser. Qu'est-ce qui vous motive, autant dans le fait d'avoir un enfant que de ne pas avoir un enfant, pour pouvoir vraiment aborder ce thème conception et contraception. Chacun, prenez le temps d'y réfléchir pour vous-même. Tu nous as décrit, Azadeh, les différents moyens de contraception. C'est vrai que ça va être intéressant de réfléchir à comment la vie arrive. On peut, avec tous les clés que tu nous as données, discuter avec notre médecin, notre gynécologue. Mais je voudrais vous inviter à regarder ce film d'images synthétiques. On va vous mettre le lien, vous pourrez aller regarder sur Internet, qui représente le voyage de la vie en fait. On va voir, tu parles de l'ovulation, moi j'aime bien, c'est pas un langage médical que je vais utiliser, mais vous allez c'est très imagé, vous allez voir ce que je veux dire. En fait, quand la femme pond l'ovule, donc l'ovule sort de l'ovaire, on a l'ovulation, c'est ce dont tu parles, et puis le voyage va démarrer, donc il est là et il attend de voir si un spermatozoïde passe par là. D'ailleurs, entre nous soit dit, quand on est une femme, au moment où notre corps pond, donc ovule, évidemment on n'est pas en train de pondre un œuf, mais
concrètement, c'est un petit œuf, un petit ovule qui sort, eh bien, on peut le sentir dans son corps. Il y a cette petite douleur qui peut se faire sentir. Nos hormones sont en train de pousser cet ovule à sortir de l'ovaire. Donc, on a des désirs d'intimité, de sexualité, d'un homme dans sa vie, etc. C'est très hormonal. Et on voit cet ovule qui attend, et puis le spermatozoïde qui arrive. Je vous invite à regarder ce petit extrait. On a vu cette tête chercheuse et puis d'un seul coup, il y en a un qui rentre. Comment est-ce que c'est possible? Alors ça, c'est extraordinaire et inexplicable encore par la science, parce que ce qui se passe, c'est que à l'arrivée, vous avez vu, il y avait plusieurs spermatozoïdes, il y a plusieurs dizaines de spermatozoïdes qui sont là, qui tournent, qui gravitent autour de l'ovule, donc cette sphère que vous voyez en plein milieu. Et toujours ce mystère demeure. Pourquoi parmi tous ces choix-là, l'ovule, à un moment donné ou à un autre, va en choisir un et un seul? Qu'est-ce qui permet à la tête de cet spermatozoïde-là d'avoir cette clé, cette porte d'entrée? Ça, c'est divin. Ça, c'est formidable. C'est divin. Il y a un moment donné, de toute façon, la vie, la construction de la vie, l'âme, Dieu va déposer l'âme. Je ne sais pas techniquement comment ça se passe, mais il y a un moment donné, il y a une touche de Dieu, quoi. Chaque bébé est un cadeau de Dieu. On a tous gagné un jour. Oui. Ce spermatozoïde-là, il a gagné. Et puis vous allez voir qu'il continue à voyager, il avance dans les trompes, on voit les petits cils dont le travail est de le faire avancer, jusqu'à ce qu'il arrive au moment de la nidation. Donc tu as utilisé le terme scientifique, je vais vous l'imager, c'est comme si notre œuf fécondé, donc qui est déjà en train de se démultiplier, il va faire son nid en fait, il va s'installer dans cette membrane utérine pour pouvoir être nourri, grandir, etc. Regardez à nouveau l'extrait. Extraordinaire la nidation aussi. Ouais. Et donc ces deux moments clés sont très importants pour pouvoir choisir en toute connaissance de cause le moyen de contraception que l'on veut utiliser. Oui, parce que la question est de savoir à quel moment on va arrêter. Est-ce que c'est avant la rencontre finalement, à savoir que le capital génétique d'un être humain, dans chacune de nos cellules, il y a 46 chromosomes, dont 23 sont de notre papa, dans le spermatozoïde sont de notre papa, et 23 autres qui viennent de notre maman. Donc c'est magnifique. À partir du moment où les deux cellules entre spermatozoïde et ovule fusionnent ensemble, on a le capital génétique initial de 46 chromosomes qui constituent chacune de nos cellules actuelles. Donc, est-ce que la contraception qu'on va choisir va arrêter déjà cette rencontre? Donc l'ovulation, que l'ovule en fait ne puisse pas mûrir et sortir. Ah oui. Et donc il n'y aura pas en fait cette rencontre-là. Voilà, ce sera juste des cellules qui partiront. Quand on arrive déjà au stade de la nidation, donc il y a déjà eu plusieurs cellules à 46 chromosomes qui sont là, présentées, et qui vont tenter d'entrer pour plus grandir en fait, plus se multiplier, se développer, etc. dans l'utérus de la femme. Et ben, il y a des contraceptions qui vont en fait empêcher cette entrée dans l'endomètre, dans le mur utérin, moi j'appelle ça. Donc là, on est dans un vrai débat en fait. Voilà. C'est un vrai débat dans le monde chrétien et dans le monde scientifique. Ouais, de quand est-ce que la vie démarre? Est-ce que la vie démarre à la nidation ou est-ce que la vie démarre avant cela, à la fécondation? Très important que vous réfléchissiez à cela pour vous-même. Même dans le milieu chrétien, vous allez trouver des médecins qui vont débattre que la vie démarre à la fécondation et d'autres qui vont débattre que la vie démarre à la nidation. C'est un choix personnel, en toute conscience devant Dieu, en couple, j'ai envie de dire. On en a discuté toutes les deux avant, il se trouve qu'on est alignés sur le même choix. Moi, je choisis de croire que la vie démarre, tu l'as décrit, au moment où ces chromosomes se mélangent et la différenciation, la multiplication de la cellule démarre. J'ai envie de dire, c'est mon analyse personnelle, on parle de quelques heures en fait, entre le moment où il y a la fécondation et la nidation. Si je me trompe, c'est mon analyse personnelle, si je me trompe et que la vie démarre à la nidation, j'ai pas envie de prendre le risque de ces quelques heures, on parle de 6 heures, où la vie est peut-être là.
Ça a été ma réflexion, mon analyse. À vous de voir. On vous l'a décrit. La fécondation, l'anidation, c'est une décision importante en fait, parce que c'est vraiment mettre le mot sur quand est-ce que la vie démarre. Si on choisit de parler de contraception, alors vous pouvez adapter votre choix de contraception par rapport à votre conviction. J'ai envie qu'on prie toutes les deux pour les femmes qui ont un vrai désir d'enfant et qui se retrouvent devant une problématique où ça ne marche pas. Là, on vous a décrit la vie, on vous a décrit comment ne pas avoir de bébé qui démarre. Mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui souffrent parce qu'elles ont envie d'un projet d'enfant, elles ont envie de construire une famille et ça ne fonctionne pas. On n'était pas en train de vous présenter les raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas, mais on va prendre quelques secondes, quelques minutes pour prier pour vous. Tu veux bien, Azadeh, prier pour elle? Avec plaisir. Notre Père, toi qui as un cœur de Père et qui as conçu la femme dans cette complexité si magnifique qui nous échappe, mais qui est une création si merveilleuse de ta part. Nous te prions Seigneur, pour toutes celles qui aspirent à être maman, qui sont dans cette attente, qui sont dans cette phase d'attente éternelle. Nous te prions pour le renouvellement de ta patience en elles, pour ta consolation pour elles, Seigneur. Tu vois parfois les tabous qu'il peut y avoir même dans les familles, la consolation qui manque même parfois de la part d'un mari. Seigneur, nous te prions, toi le consolateur par excellence, que tu viennes poser ta main sur chacune d'elles, Seigneur. Éternel, béni sois-tu de ce que tu lis dans les murmures, de ce que tu lis dans les cœurs, et que parfois, alors qu'il n'y a même pas de mots pour décrire, Seigneur, la douleur d'un cœur de mère qui est dans cette attente de ce pourquoi elle a été créée, Seigneur, toi, tu peux répondre de multiples façons. Tu es le Dieu, Seigneur, qui libère. Tu es le Dieu, Seigneur, qui donne. Tu es le Dieu qui répond toujours d'une manière ou d'une autre. Alors à toi la gloire, béni sois-tu pour chacune de tes enfants qui regardent cette émission en ce moment, que ta main puissante, ta main d'amour maintenant, se pose sur leurs épaules. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Azadeh pour ce temps et tes explications qui nous éclairent. Merci au Seigneur pour la vie et ce cadeau merveilleux qu'il nous a fait. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour une prochaine capsule. Amen.